Hey Xav! Ouais, Jerry? Je suis pas sorti de ma chambre depuis les années 80 et je suis plus du tout au courant de ce qui se passe dans le monde. Dans ce cas-là, il faut que tu lises Retro Playing Magazine. Retro Playing Magazine? Le magazine pour les passionnés du rétro et néo-rétro gaming. On y trouve des tests, actus jeux vidéo et même des dossiers sur les plus grandes sagas comme Final Fantasy. Même des infos sur les imports? US et Japon. Ha! Mais où est-ce que je peux trouver ce mag? Sur www.retro-playing.com. Et dans la montagne de feu? Bah écoute, si t'as 3 pièces d'or et un bouclier... Ok, nous y voici Jerry, devant la forteresse du Grand Zagor. Ok Xav. Préparons-nous. T'as les dents de gobelin? Check. Armure enchantée? Check. Ok, sors ton bouclier de fer. Ok, je sors mon... attends, quoi? Mon bouclier est en bois? Tu m'as pas dit qu'il fallait qu'il soit en fer? Ah ben, tu comptes faire comment contre le dragon? Attends, le quoi? Ah, c'est con ça, il se dirige vers toi Jerry. Oh bon sang, il fonce vers moi, merde! Il va me cracher dessus! Il y a mon bouclier qui brûle! Oh, je suis en feu! Ah bah, ça Jerry, si t'avais lu Retro Playing Mag, c'est sûr que t'aurais mieux assuré. Retro Playing Mag, le magazine des joueurs rétro et néo-rétro gamers. Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros. Épisode 7. La Horde des démons. Chers aventuriers, salutations et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Le podcast sur les livres dont vous êtes le héros. Je m'appelle Xavier et toujours à mes côtés. Bonjour tout le monde, c'est Jerry. Alors, comment ça va Xavier? Bah écoute, ça va très bien Jerry, je suis content là qu'on fasse un nouvel épisode du podcast. Et un épisode particulièrement intéressant puisque c'est une série vraiment très particulière qu'on va traiter aujourd'hui. En effet Jerry, parce qu'on va attaquer une mini-série en fait de la collection des livres dont vous êtes le héros. À savoir que cette série n'est pas publiée de la même façon en Angleterre. Ça fait pas partie de l'étiquette Fighting Fantasy. Mais pour nous en France, voilà, c'est bien l'un des livres de la collection de Folio Junior. Et Jerry, on va parler donc de James Herbert Brennan, l'écrivain qui nous a introduit à la saga de Loup Ardent. La fameuse saga qui comprend donc en anglais la saga of the Demon Spawn, donc la saga des... comment on dirait en français? La Horde des démons, je pense, comme le premier titre. Ouais, on peut tricher un peu là-dessus, ouais. Pas mal. J'aime bien les traductions un peu littérales. La saga de la Horde des démons. Volume 1, la Horde des démons. Bam! Bam! Et donc, oui, G.H. Brennan. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui, alors, Xavier? Bah, James Herbert Brennan, c'est un Irlandais. C'est un auteur acclamé de plus de 90 livres, à la fois fiction et non romanesque. Ses travaux ont été publiés dans plus de 50 pays en Europe, l'Asie aussi, l'Amérique du Nord et du Sud, et aussi l'Australie. Mais avant tout, J.H. Brennan est surtout connu pour sa série de romans de Herbie Brennan, Fairy Wars, avec des ventes combinées, Jerry, de plus de 7,5 millions d'euros. Pas mal du tout, ça fait un petit pactole. Ça. Il est aussi le créateur de plusieurs livres de jeux de rôle, donc voilà, bien sûr, on va parler d'un l'un d'eux. Et aussi de la série de jeux Grail Quest, donc la quête du Graal, qui sont aussi édités en France par Folio Junior sous la collection des livres dont vous êtes le héros. Et ils ont vendu à peu près combien de livres de la quête du Graal? Parce que il me semble que c'est une quête, c'est une série qui est quand même pas mal suivie, qui a eu pas mal de succès, non? Ça ouais. Et je crois que les numéros s'estiment au-dessus de 6,5 millions. Ah ok, d'accord. Donc bon, ouais, gros, c'est en fait... on peut dire que on peut dire quand même que J.H. Brennan a eu un sacré succès dans les collections des livres d'aventure. Mm-hmm. Alors Jerry, tout aussi prolifique sur le marché des adultes, Herbie aussi a une solide réputation pour contester les hypothèses conventionnelles avec une intelligence pénétrante et un style clair et facile. Il fait pas mal de séances d'auditorium dans les facs, les lycées,
pour justement parler de sa façon d'écrire et son côté un peu spirituel dans la lecture. Ouais, je pense que en fait ça se voit parce que ça reflète en fait ses intérêts, enfin ses centres d'intérêt personnels. C'est un petit peu ce qu'on a vu quand on sait que il fait de la psychologie transpersonnelle, de la spiritualité, il s'intéresse à la réincarnation, les recherches sur le psychisme, la religion et puis tout ce qui touche un petit peu en plus de ça, même à la physique quantique. Donc tu vois, il a des champs très 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 larges, et ce qui contribue finalement je pense à sa liberté d'écrire en fait, qu'on retrouve pas du tout ailleurs que dans ses bouquins. Il a même eu, je crois que c'est en Angleterre, il est passé à la télé avec un très très grand débat justement où il remettait en cause l'histoire médiévale ancienne, hein, ce qui a suscité un débat assez animé quoi, qui a fait pas mal d'histoires dans la presse en Irlande. Et il fait toujours des conférences, je crois aujourd'hui au Royaume-Uni, hein. C'est ça, ouais, il continue en fait, outre donc sa carrière d'écrivain, il continue à faire des conférences, à parler en Irlande surtout. Je veux dire, voilà. Enfin, en même temps, quand on regarde, il a commencé très tôt. Mm-hmm. Il a commencé très tôt en fait. Quand tu regardes, journaliste dès l'âge de 18 ans, rédacteur en chef dès l'âge de 24. Je crois qu'il est le plus jeune rédacteur en chef de l'histoire de son pays natal, donc l'Irlande. Ah oui, quand même. Ouais. Et donc du coup, dès ses premiers travaux en fait, de son début de carrière. Ses premiers travaux, ça concerne l'hypnothérapie, le conseil à la publicité, le marketing, enfin tout un tas de domaines extrêmement vastes encore une fois. Son premier livre publié, ça fut sur les portes astrales, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et l'expérience en fait hors du corps, hein, donc out of body experience, ouais. Voilà, comme on dit en anglais. Et ce livre-là, justement, est devenu un best-seller dans pas mal de pays, hein. Oui, c'est devenu même carrément une référence en fait, un classique dans tout ce qui a trait justement à ces expériences qu'on n'explique pas encore complètement, mais qui touchent à la fois de la science et du j'allais dire pas du surnaturel, mais des événements un petit peu inexpliqués encore pour le moment, quoi. C'est intéressant quand même de voir un écrivain qui est aussi proche des croyances spirituelles, tu sais, du voyage du corps astral. Ouais. Les expériences extrasensorielles, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais, voilà exactement tout cela, et qui nous écrit donc, tu sais, un livre livre d'aventure, heroic fantasy. Donc je pense, tu vois, c'est très intéressant qu'on compare à Steve Jackson et à Livingstone. Ils ont ce côté plus axé en fait sur la passion du jeu de rôle. Tu sais, tout ce développement en fait de l'heroic fantasy, mais en tant que jeu. Et là, on a donc un autre écrivain, Brennan, qui est, je pense aussi que ça doit être un fan de jeux de rôle, mais on voit quand même que son axe d'écriture est basé plus en fait sur sa croyance du spiritualisme et en fait de toutes les choses un peu plus mystiques. Bah oui, et alors ça se voit dans son écriture parce que on se retrouve face à quelque chose de beaucoup plus, je dirais, de l'histoire vraiment, une histoire qui nous est racontée presque un voyage initiatique, dont on prend connaissance parce que pour une fois on s'adresse à notre héros à la forme de la troisième personne, donc c'est vraiment il y a une différenciation. On raconte les histoires de Louardan, et l'autre côté aussi c'est les nombreuses épreuves en fait qui vont nous être soumises, un peu moins avec l'aspect chance et dés, mais beaucoup plus sur l'aspect épreuve initiatique. Il y a aussi toute cette question, voilà, une fois qu'on parlera du premier volume, hein, de la Horde des démons, mais on se rendra compte qu'il y a beaucoup de choix en fait qui sont juste comment on veut faire vivre notre héros, qui n'auront pas toujours des conclusions ou du gain. Ça sera Exactement. Plus en fait comment on aura vécu cette aventure. Voilà, ça, c'est vraiment vraiment intéressant de voir comment on développe notre personnage, et quand on se met à relire la lecture, tu vois, c'est là où je trouve. Après, c'est mon expérience personnelle, mais c'est pas aussi similaire que si je relisais un Défi Fantastique. Le Défi Fantastique, ça me fait vraiment le jeu, tu vois, le jeu de rôle Donjons et Dragons, le classique lecture solo. Ou là, un livre de Brennan de la collection de Louardan, je suis en train de revivre une autre expérience. Et j'ai pas le même ressenti qu'un jeu vidéo, un jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus un autre échappatoire et une autre façon dont je vais vivre mon personnage. Et la personnalité de mon personnage sera très très différente. Parce que les choix sont beaucoup plus axés sur la psychologie de notre personnage et pas sur sa force brute ou son côté malin ou fourbe, tu sais, d'éviter des pièges ou des attaques sournoises.
Moi, je dirais en fait que ce qui m'a vraiment frappé, c'est cet aspect narratif. C'est vraiment beaucoup plus axé sur la narration que sur les choix véritablement de vie et de mort que l'on retrouve dans la manière dont ça se construit en fait dans les autres livres de la collection. Alors justement pour finir sur J.H. Brennan justement il donne toujours des conférences et des séminaires. Il fait toujours des modules de recherche sur la réincarnation, le plan astral, le rêve, la guérison par ondes physiques, le développement spirituel, enfin bref, tout cet univers de la croyance du psychique de l'être humain. Et bien sûr sur sa thèse de l'univers extérieur du corps humain, donc de la communication de l'esprit. Voilà, apparemment, si vous voulez justement, vous êtes intéressé par cet univers et ce monde, n'hésitez pas à vous rendre au Royaume-Uni et donc de vous inscrire à l'une de ces conférences. Alors très rapidement, d'un point de vue de sa vie personnelle, on sait que Mr. Brennan est marié à l'herboriste médical et maître auteur et psychothérapeute Jackie Burgess. Ils résident tous les deux dans le comté de Carlow, en Irlande. Et ils ont, en Irlande, et avec sa femme, ils ont une dizaine de chats. Exactement. C'est les choses qu'on peut apprendre sur Internet sur la vie des gens. Mais bon, on a assez fait les stalkers comme ça. Voilà, exactement. Jerry, je te propose que l'on parle de une de ses premières séries qu'il a écrit entre 1984 et 85, qui est donc la saga Firewolf. Et du premier volume, qui est la Horde des démons. La bien nommée Horde des démons. Mais peut-être un petit intermède musical avant qu'on se lance dans le vif du sujet. Exactement. On va dire que la croisade est assez épique. Notre personnage ressemble, Jerry, je sais pas pour toi, mais moi ça me fait penser vraiment à un barbare. Ouais, on peut dire ça comme ça. Avec un petit slip de peau de bête et torse nu, très musclé. Donc tout de suite je fais la référence à Conan le barbare. Par Chrome, tu as raison. Contrairement à Conan, nous avons découvert le secret de l'acier, Jerry. Ouais. Mais sur cela, je te propose donc d'écouter un morceau de Basil Polidorius de 1982 du film Conan. Le morceau s'intitule The Orgy.
Si tu te souviens, Jerry, cette séquence où Conan le barbare et ses fidèles amis s'incrustent dans le domaine de Tulsadum, dans cette orgie avec cet énorme serpent. La transformation, en fait. Ouais, la transformation de Tulsadum. Et qui fout un boucan pas possible. Bah oui, parce que bon, je veux dire, Party Crusher, je veux dire, voilà. Hein. Party Slayer, plutôt. Aussi, oui, c'est vrai. Bon, ça dépend. À l'époque, les Party Crusher étaient beaucoup plus dans le trash, je dirais. Donc, c'est ça. Voilà. Et j'aime beaucoup cette mélodie, tu sais, qui commence très douce et qui finit par rentrer dans un climax où on sent justement cette bataille épique. Tout à fait. Qui cadre vraiment bien avec l'apogée, en fait, je dirais, de ce bordel monstre qui crée, en fait, en s'invitant dans un moment qui était censé être des plus langoureux. C'est ça. Allez, on fout du bordel là-dedans. Et justement, en parlant de moments épiques, parce qu'on aime bien ce mot-là, hein, surtout pour l'heroic fantasy, parlons un petit peu justement de l'écriture de ce livre d'aventure qui est quand même très très différent des autres publications. Bah déjà, en fait, je dirais que la structure, rien que la structure dont les paragraphes sont construits, tranche par rapport... tranche, c'est bien ça va trancher ça. Parfait, très bon choix. Tranche véritablement avec ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Tu vois de quoi je veux parler? Justement, pour expliquer à nos auditeurs, il y a certains paragraphes qui font quand même 2 ou 3 pages. Voilà, et rien que ça, et c'est souvent beaucoup de pages de description où on va pas forcément pouvoir faire intervenir notre héros, mis à part pour lui donner une direction ou une autre, mais vraiment pour nous poser une ambiance, la situation, où est-ce qu'il comment il se retrouve là, et ces deux trois pages peuvent vraiment couvrir parfois une action qui se passe en l'espace de quelques secondes et qui peuvent aussi durer sur plusieurs jours. Et ce qui est intéressant, c'est justement tout le côté des explications pour les règles du jeu sont en italique. Dès qu'on doit choisir une page, souvent, ou quand il y a une action d'avoir gagné un objet ou d'avoir gagné des points. Et c'est d'ailleurs même l'un des moments où l'auteur et le livre s'adressent directement aux joueurs. Le reste du temps, on est à la troisième personne. On décrit ce qui se passe avec Firewolf, avec Loup Ardent, et c'est lors de ces paragraphes en italique que on s'adresse aux joueurs en disant mais c'est vous qui déterminez telle ou telle chose qui va se passer avec. Souvent on nous dit qu'on détermine le destin de Loup Ardent. Voilà. Alors justement en parlant du personnage Loup Ardent, l'explication de l'astérix entre Loup et Ardent, Jerry. Alors justement Jerry, que signifie l'astérix dans le nom Loup solitaire? D'accord. Bah écoute, bonne question. Alors justement, c'était là pour signaler qu'il s'agissait du personnage du joueur. Donc voilà, c'était vraiment pour nous amener beaucoup plus dans l'univers où nous allons incarner un peu le destin de Loup Ardent. Il s'agit pas vraiment de nous. Et là, tu vois, ça me fait penser à ce qu'on disait plus tôt sur J.H. Brennan. C'est un peu comme le voyage spirituel. Nous voyageons dans le corps de Loup Ardent. Tout à fait. Et nous présidons à cette destinée, mais nous ne sommes pas Loup Ardent. On n'incarne pas le personnage. Voilà, c'est plus on est dans son corps et on choisit son destin. Entre guillemets, en fait, c'est un petit peu comme si on était dans une voiture spirituelle. Loup Ardent est aux commandes, il conduit, et nous, en fait, on est son passager et on regarde le paysage de ce qu'il est en train de vivre. On peut aussi l'inciter sur certaines décisions. Ah, bien sûr. Il faut toujours écouter son passager de droite, c'est lui qui a la carte en général. Voilà, le copilote. Le copilote. Ça. On est le copilote de Loup Ardent. Bon, après, le copilote, quand même, il a pas mal de choix sur Loup Ardent, hein. Quand on lui dit de dégainer son épée et de donner un coup, Loup Ardent, il se pose pas de questions. C'est un peu comme si on était sa conscience. There's no time to explain. C'est ça. Voilà, pour ceux qui connaissent ce mème sur le web, hein. On a parlé un petit peu justement de l'écriture du livre, le personnage, justement, comment on le joue. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est au fur et à mesure qu'on lit l'histoire, j'avais vraiment l'impression de lire un livre. Alors quand je dis ça, je veux dire en fait dans sa façon de procéder au paragraphe suivant. Il y a quelques paragraphes qui nous font rebrousser chemin. Tout à fait. De retourner en arrière, mais souvent on réalise que plus on avance dans l'histoire et plus on avance dans un livre comme si on lisait un livre ordinaire et qu'on n'est pas en train de justement d'aller en avant, en arrière, comme dans les livres dont vous êtes le héros, surtout ceux les défis fantastiques par exemple. Oui. Là, la progression se fait de manière peut-être un peu plus linéaire. Cela vient sans doute aussi du fait que on va dire dans les séries classiques,
les paragraphes peuvent être beaucoup plus courts et on décrit vraiment les actions, j'ai envie de dire, au fur et à mesure de ce qui se passe, d'instant en instant, alors que là, les paragraphes sont beaucoup plus imposants. Comme je le disais juste avant, on peut avoir la description de toute une semaine en fait qui se fait dans un paragraphe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, il y a pas ces moments classiques qu'on a dans les Défis fantastiques, Sortilèges, Dragon d'or, enfin bref, dans les livres où on a ces petits paragraphes de 3-4 lignes, où on choisit d'aller à l'est, ok, on va à ce paragraphe-là, d'aller à l'ouest, on va à ce paragraphe-là. Là, on a plus ce côté où on choisit d'aller à l'est, souvent ce qui arrive à la fin de 2-3 pages, et une fois qu'on choisit cette destination-là, on va relire quand même pas mal de paragraphes, des fois une page complète, avant de reprendre une autre décision. Voilà, c'est ça. Il y a une narration beaucoup plus épaisse. Et du coup, on a aussi plus épaisse, mais aussi plus sur la durée, j'ai envie de dire. C'est vraiment et là, je parle de la durée dans le temps de la vie de Louardan. Alors, tu vois, ce qui est, comme on est en train de parler, de raconter les différences avec les autres livres dont vous êtes le héros. Souvent, les livres dont vous êtes le héros, bon ça on le sait tous en tant que fan, la petite note c'est que il y a souvent 400 paragraphes. Voilà. Et quand on arrive au 400e, souvent c'est qu'on finit l'aventure. Bon, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont 401, 420, la moyenne est quand même 400. Et pourtant, Jerry, combien y a-t-il de paragraphes dans Louardan? Enfin, dans la Horde des démons. Alors, il y en a toujours un grand paquet, hein. On est toujours, il y a quand même, voilà, de la matière, mais là, on en est plus que, entre guillemets, à 183 paragraphes. Donc la moitié de ce qu'on a l'habitude d'avoir pour ce type de livre. Un peu moins que la moitié même. Hein. Un peu moins que la moitié même. Et puis pour seulement 238 pages. C'est ça. Donc ça peut sembler moins entre guillemets au niveau de quantité, et pourtant c'est beaucoup plus verbeux. Mais ça fait aussi le charme et la distinction avec les autres bouquins. C'est une autre façon de lire, c'est une autre façon de plonger dans l'aventure, tout aussi intéressante. Hein. Pour cette saga vraiment de la Horde des démons, hein, de la saga La Croisade de Louardan. C'est intéressant comment l'aventure se développe. Et ce qui est intéressant, tu vois, je vais comparer une autre saga de 4 livres qu'on aime beaucoup, Jerry, c'est les sorcelleries. Alors, ce n'est pas une critique, hein, c'est plus une analyse des deux personnages que l'on incarne. Dans Sorcellerie, on incarne ce sorcier. Comme on expliquait la différence où on est plus le copilote de Louardan. Mais dans Sorcellerie, on vit pas toute une vie, tu vois ce que je veux dire? On sent quand même que c'est un voyage de quelques semaines ou quelques mois. Voilà, c'est sur une durée très très courte, voilà, entre le moment où on quitte notre contrée et on arrive. Je pense que dans Sorcellerie, on peut calculer le nombre de jours. Hein. Tout à fait. Pendant que dans Louardan, c'est là où se pose le piège. C'est des fois on part en voyage ou on fait de la marche à pied et le livre nous dit des fois pendant quelques jours. On se dit ouf, la vache. Ok. Donc notre aventurier est quand même en train de vivre une sacrée épopée, quoi. Tout à fait. Je pense qu'on peut chiffrer facilement en fait le premier livre des sorcelleries à quelques jours de voyage. Moi je dirais, je risque de me tromper, je dirais une semaine peut-être. Une semaine, c'est ça, une semaine. Une semaine d'horreur. une semaine ouais. Le deuxième tome dans la ville de Carré, ça se passe dans quelques jours, vraiment. Et la traversée du troisième livre, là, ça prend, je crois que c'est un nombre déterminé parce que on est dans une course-poursuite et donc on a un temps limité de base. Tu te rends compte quand même le séjour de l'apprenti sorcier quand même dans Sorcellerie, l'enfer qu'il est en train de vivre. Enfin, l'enfer que nous avons vécu. There's no time to explain, do the quest. Do the quest, c'est ça. Pendant que, je sais pas, Louardan quand même, il est récompensé. Ah, Jerry, on a oublié de parler de quelque chose de très très différent aussi. Les illustrations. Oui, les illustrations qui jouent sur un énorme contraste. Et ça, c'est le côté artistique de Geoff Taylor. Donc il nous fait vraiment ces images qui installent tout de suite l'ambiance. Comme d'habitude, chaque artiste va avoir son côté, de transmettre l'influence par le détail artistique. Mais là, ce qui est intéressant donc, c'est que Geoff Taylor va nous jouer en fait énormément sur ce contraste très fort du noir, et ce qui, pour moi, évoque vraiment cet état rêveur. Il y a un autre aspect aussi, juste avant, pour reprendre cette partie qui est quand même très importante sur l'aspect rêveur, onirique des illustrations. Je crois que c'est l'une des seules séries dont je me souvienne
où le héros est dépicté dans les images. On voit Louardan en jeu, on le voit se battre, on le voit vivre et tout. Alors et c'est là aussi ça marque l'aspect troisième personne, l'aspect copilote, c'est-à-dire que là où dans la plupart des livres dont vous êtes le héros, on aura une vue subjective de ce qu'incarne, de ce que voit en fait notre incarnation. Les illustrations sont souvent démontrées comme ça, ouais. Voilà. Surtout dans Sorcery, par exemple, la main dans le piège. Voilà, exactement. C'est vraiment à la première personne, comme un FPS, alors que là, on est vraiment à la troisième personne, c'est-à-dire on voit le personnage vivre, on sait à quoi il ressemble. Du coup, c'est plus difficile de s'identifier à lui dans le sens où on ne fait pas appel à notre imaginaire pour l'imaginer à son apparence physique, mais par contre, du coup, ça lui donne une épaisseur plus importante. Dans le sens où, voilà, on sait que c'est un barbare, on sait qu'il manie une grande épée, on connaît sa couleur de cheveux, tous ces petits détails qui ne sont pas forcément instaurés quand on incarne les héros des autres aventures, des autres types d'aventures. Et donc pour revenir sur l'aspect onirique, moi, il y a, voilà, en fait, effectivement, on sent, j'ai envie de dire, c'est presque des illustrations New Age auxquelles on a droit dans cette série. J'ai, par exemple, ça ressemble un petit peu à ce qu'on aurait dans des triptyques avec la case bien démarquée, les grands contrastes en fait de plage de noir sur le fond blanc qui du coup en fait non content de poser l'ambiance rendent vraiment en fait qui démarque très fortement l'événement. Voilà. Comme si c'était une dernière pensée d'un rêve. On se souvient un petit peu de ces dessins à chaque fois. Moi, il y en a un que je me souviens toujours, on le postera sur notre page web. C'est, Jerry, tu vas t'en souvenir tout de suite, c'est quand on fait le tour de la très grande forteresse, juste avant qu'on découvre l'épée. Et on a Lou Ardent qui est en train de marcher, et on voit que les étoiles brillent dans le ciel, qu'il y a un marais assez large autour de cette forteresse. Et voilà qu'il erre dans la nuit en essayant de trouver une entrée. Avec les arches, etc. Oui. Mais même le visage des personnages, tu sais, quand on rencontre le vieil ermite, son visage est à moitié contrasté. Donc il y a toujours ce côté où les illustrations jouent beaucoup sur notre imagination, qui nous demande justement à nous de faire le reste de l'interprétation. Il y a un point aussi que je retiens, en fait, d'un point de vue illustration, c'est que contrairement aux autres livres, aux autres illustrations en fait qu'on a l'habitude de voir dans les livres qui sont très illustratifs justement, avec des traits, des vrais traits en fait pour démarquer les visages, des vrais traits pour démarquer les objets. Là, on est vraiment beaucoup plus, j'ai envie de dire presque dans l'esquisse. Il n'y a pas de traits en fait pour délimiter. Ce sont juste les jeux d'ombre qui permettent de savoir où se place le volume, où se place la lumière sur les corps, sur les paysages. Et ce qui renforce encore en fait cet aspect pas brouillon, mais justement plus diffus des illustrations en fait de cette épopée. Ah bah comme je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ça me fait penser à une autre illustration. C'est quand Louardan rencontre le maître de la vallée. Oui, voilà. On a Louardan au premier plan, et à l'arrière-plan, on a le maître de la vallée assis dans son trône, les mains justement en tant que penseur autour de son visage, mais on voit pas son visage, on voit que la forme du crâne. Voilà, exactement, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. C'est un état rêveur, tout à fait. Ouais. Vraiment intéressant cette saga de livres sur ce côté artistique. Une dernière chose avant qu'on passe à l'histoire. Alors une avant-dernière chose, parce que j'aimerais juste aussi préciser un truc. Ok. Bah je vais le faire tout de suite d'ailleurs. Bah vas-y, je t'en prie. Vas-y, coupe-moi la parole. Mais attends, je te demande pas la permission, je fais ce que je veux. C'est très bien. Et je vais en profiter pour renommer le podcast dont Jerry est le héros. Bref. Écoute, si tu veux renommer le podcast, je t'en prie. C'est très vilain ce que tu viens de faire. Alors le truc que je voulais relever, c'est que l'une des caractéristiques qu'on a oublié de nommer en parlant de la structure du livre, c'est que c'est aussi un des rares où on a des titres. On a des titres pour les paragraphes, les grandes parties. Des chapitrages, ouais. Des chapitrages. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres livres. Tout à fait, ouais. Voilà. Et donc du coup, effectivement, on peut suivre vraiment la progression comme si on entrait en fait dans différents chapitres d'un livre classique, où on voit en fait également aussi l'état dans lequel on se retrouve, par exemple, quand on est fait prisonnier ou quand on devient le fugitif. Et à chaque fois, en fait, c'est intitulé qui nous permet de savoir dans quelle phase on rentre véritablement de la vie de notre héros.
Voilà, c'est tout. Non, très très intéressant, c'est vrai, Jerry. Ces chapitrages marquent pour moi aussi marqué le moment où on le retournera pas en arrière. Et si on le retourne en arrière, c'est parce que on va mourir. Et c'est jamais très plaisant de mourir, donc. Voilà. Et le fameux paragraphe où l'on meurt dans Loup Ardent. Alors, très intelligent, hein, comme numéro, le numéro 13. Le 13. Le 13. Voilà. Donc, souvent qu'on nous dit, allez au 13. Ok. On peut tout de suite recommencer. Alors, ce qui est intéressant aussi, ça, c'est à l'écriture. Un avant-dernier point aussi. Je rajoute un petit dernier point. Ce qui est intéressant, Jerry, c'est, t'as remarqué comme moi, c'est qu'on nous dit jamais aller au 13. Ce qui se passe souvent, c'est qu'on se rend à un paragraphe bis qui va nous ramener au 13. C'est ça. Et ça, c'est une très bonne façon d'éviter de tricher dans le livre. Et oui, parce que comme ça, en fait, on ne sait pas qu'on va mourir. On nous amène vers un paragraphe qui nous dit qu'ensuite, maintenant qu'on a perdu la page précédente, on va mourir. Voilà, exactement. Voilà. On va dire, c'est la petite antichambre, le petit vestibule avant la salle du condamné. Et quand on se rend compte de ce type d'écriture, je t'admets que on se dit, ah, ok, c'est smart, mais je vous déteste. Eh oui. Justement, le dernier point de Jerry. Le dernier, et puis on arrête après, hein. Tout à fait. Mais bon, il y a tellement de choses à dire, hein, sur l'écriture de J.H. Brennan. Mais bon, ce dernier point, justement, voilà, Brennan nous introduit des séquences, des choix, en fait, où l'on peut donc copuler. Tu veux dire séduire? Non, je vais carrément dire copuler, je vais même carrément dire baiser avec différentes femmes dans l'aventure. Alors quand j'étais jeune, quand j'ai lu ça, je vais pas dire que ça me choquait, mais ça me surprenait en fait pour un livre dont vous êtes le héros. Quand je lis par exemple Les Justiciers de l'Univers, Retour à la Montagne de Feu, et après d'un coup je lis La Horde des Démons, ah ok, cool, d'accord, chouette. Bon, bien sûr, les séquences sont pas écrites comme si on lisait une horreur de 50 Shades of Grey, mais bon voilà, on nous raconte quand même d'une façon... tu sais qu'on vient de perdre 50% de notre... Non, revenez, je suis désolé, j'ai pas fait exprès, merde. En effet, c'est vraiment pas le livre à citer sur un podcast sur les livres. Enfin, c'était juste pour exemple des saloperies que j'imagine que l'on peut lire dans 50 Shades et... Voilà, les descriptions sont pas forcément trop lubriques. C'est ça. Mais on comprend ce qui se passe. Et tout à fait. On comprend que, voilà. Bah, il y a des moments où on nous décrit justement qu'ils se prennent dans les bras, mais il n'y a pas de phrases pornographiques. Voilà. Ouais. Tout est écrit d'une façon très intime, bien ficelée dans l'aventure. C'est bien amené, comme on dit par chez nous. C'est bien amené. C'est clair j'allais faire un jeu de mots pourri, je vais l'éviter. Très bien. Alors moi, je vais juste dire que ça me rappelle les phases d'interaction que j'appellerais de séduction dans le jeu The Witcher, aussi qui a lui aussi été à l'origine un livre, et où le héros est doué d'un charisme surnaturel qui lui permet de séduire de nombreuses femmes au cours de ses aventures, chose qui lui permet d'ailleurs de s'en sortir à plus d'une reprise, un peu comme on va dire un James Bond des temps médiévaux. C'est ça. Et donc là aussi en fait les séquences n'apportent pas forcément grand-chose de plus au jeu. Du bonbon pour les yeux. Voilà, c'est du eye candy du candy for the eye. Ouais, bon, j'ai essayé de faire la traduction, hein. Mais les bonbons pour les yeux. Les bonbons pour les yeux. Voilà. Du eye candy, comme on dit en anglais. Ouais. Mais bon, voilà. Et c'est introduit, et c'est assez intéressant. Et ça me fait penser, tu vois, encore une fois, c'est vrai que j'ai tendance à comparer Loup Ardent à Conan le Barbare. Mais, dans le premier film de Conan le Barbare, de 82, on voit justement une séquence, tu te souviens, où Conan trouve cette vieille hotte avec une sorcière à l'intérieur et commence à copuler avec elle, et puis justement la sorcière commence à se transformer, à le rejeter, il y a tout ce côté un peu maudit. Et oui. Et on retrouve une séquence comme ça dans le livre. Et on en parlera un peu plus tard. Et voilà, si vous avez pas encore fait l'aventure et que vous voulez justement la découvrir sans vraiment savoir comment réussir certains obstacles, certaines tâches, voilà, on vous prévient à l'avance, on va maintenant parler du livre et c'est sûr et certain qu'il y aura pas mal de spoilers. Avant de passer à la suite, oui. un petit intermède musical peut-être. Exactement. Bah écoute, vu qu'on est un peu dans un livre, moi, qui me fait penser au 7e art, hein, beaucoup plus au cinéma, ouais. Je te propose d'écouter un morceau composé par James Horner pour le film Krull de 1983, et le morceau s'intitule, Jerry, The Quest for the Glaive. On se retrouve juste après. À tout de suite.
Voilà, un morceau bien trépidant. Bon, je t'admets tout de suite, quand je lisais ce livre, Jerry, j'hésitais pas à mettre la bande originale de Krull. Ah d'accord, ok, pas mal effectivement. Moi j'avoue que je suis resté sur le classique Conan. Bah, écoute, c'est vrai que j'y avais un petit peu de Conan le Barbare dans la playlist aussi. Bon voilà, tu me rassures. Mais ouais, c'est clair que la musique de ces deux films marche extrêmement bien. Hein. Alors Jerry, commençons à parler de notre aventure, de notre héros, Loup Ardent. Et commençons par le premier chapitre, l'Outcast. Eh bien ça c'est le chapitre où on découvre en fait notre héros, on découvre dans quel j'ai envie de dire dans quelle mouise il se trouve à l'origine, parce que comme ses origines bien sûr, voilà. Et ses origines, on comprend donc que c'est j'ai envie de dire ce que beaucoup considéraient comme un sauvageon des plaines. Il vit dans des terres vraiment très peu hospitalières, mais ça lui rend du coup extrêmement résistant à tout type de climat, de vicissitudes. Bref, une description de l'Homo sapiens. Hein. Oui, bien sûr, mais non, mais je veux dire, et dans voilà, son côté très primal, hein, je veux dire, le slip de peau de bête et c'est tout, avec lancer de pierres pour abattre leur nourriture. La chasse, oui, mais c'est ça, hein, c'est vraiment ça. On est vraiment dans le peuple des steppes, vraiment extrêmement rustique et habitué à une vie rude. Et ça, voilà. Pour la vie rude, justement, on finit par être chassé du village. En même temps, encore une fois, c'est pour une partie de jambes en l'air, disons-le franchement. Et avec la fille du chef, ni plus ni moins, alors qu'elle était promise à quelqu'un d'autre. Mais bon, après avoir été tranquillement, passablement roué de coups, on nous jette hors du village, sans rien pour nous défendre, sans rien pour nous nourrir, ce qui correspond finalement à une mort plus ou moins programmée, étant donné que sans le nécessaire pour survivre, toute vie en dehors du village est quasiment condamnée. Et on se retrouve à marcher, à parcourir les plaines de l'univers de Loup Ardent, pour finalement rentrer dans les grottes pour trouver du confort. Et Jerry, on finit par se perdre dans ces grottes. Bah oui, blessé, meurtri, affamé, voilà, on n'emmène vraiment pas long feu. Heureusement, on tombe sur une rencontre. J'ai envie de dire, le destin nous met un vieil ermite sur notre chemin. Un peu le mentor en fait. Hein. Exactement, qui deviendra le mentor de Loup Ardent. J'ai envie de dire, de manière globale, il nous entraîne, il nous sauve. C'est l'initiation en fait voilà. Du maître et de l'élève. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut perdre ce combat, bien sûr continuer, mais on peut aussi le gagner. Oui. Alors il y a un système d'XP dans Loup Ardent. Oui, à chaque fois que l'on réussit un combat ou une épreuve assez spécifique, on gagne un point de skill. Et ce point de skill, s'ajoute à notre total après pour comparer les scores de jet de dés. Et ainsi donc réussir les défis suivants avec plus de chances de réussite. Donc voilà, une fois que l'on gagne ou que l'on perd ce combat de bâton, le vieil ermite nous donne en fait notre premier but dans la vie de Loup Ardent, sa première mission, qui est donc de sauver la fille du vieux ermite. Car il l'a vu dans ses rêves, après s'être retiré pendant des années en fait des affaires du monde, après avoir vécu évidemment une vie d'aventurier comme ce qui est promis à Loup Ardent s'il accepte cette mission, il a des petits dons de prémonition, enfin petits, suffisamment balèzes pour avoir su que Loup Ardent arriverait un jour, et du coup, voilà, il encore une fois, en fait, retour sur l'aspect mystique. Très vite, on est exposé à cet aspect mystique de l'aventure, et la prémonition de ce vieil ermite est que donc Loup Ardent va sauver sa fille, prisonnière Elle a été prise par, je crois que c'est des vendeurs d'esclaves. Hein. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Voilà. Et justement, on se retrouve dans le chapitre 2, par la suite, qui s'appelle donc l'esclave, où Loup Ardent se réveille dans une skiff et se retrouve enchaîné. Et ça, c'est un truc assez intéressant parce que on n'a pas l'habitude de retrouver les héros que l'on incarne dans des positions de faiblesse. Non, en effet, ouais. Bon, mis à part quand on se prend de manière punitive une erreur qui nous retombe sur la gueule,
Là, j'ai envie de dire en fait, c'est un petit peu le déroulement logique et l'enchaînement en fait narratif normal. On se retrouve prisonnier et enchaîné. Mais évidemment, c'est pas grave parce que ça fait progresser l'histoire. Bah, dans cette skiff, c'est là où on voit justement qu'il y a une femme qui est en train de se faire attaquer par un homme, mais on voit bien qu'elle va se faire violer. Bah, on a le choix de tourner la tête, ou on peut s'interposer et essayer de protéger cette jeune fille. Alors Jerry, je sais pas ce que t'as fait, toi. Bah, j'ai protégé la jeune fille, évidemment. De même, hein. Et c'est là où sa mère nous remercie et nous offre un objet magique, la fameuse pierre de vie. Très importante pièce. Mm-hmm. Très pratique en tout cas. J'ai quand même hésité en fait finalement en me disant bon voilà je suis en mauvaise posture. C'est le genre de choses qui arrivent à maintes et maintes reprises. Louardan, on le précise bien, est affamé, affaibli. Est-ce qu'il va réussir à survivre à la bastonnade qui va s'en suivre inévitablement? Heureusement c'est le cas, mais on aurait pu en douter en lisant justement la description du paragraphe qui nous fait vraiment douter de notre capacité à pouvoir encaisser. Et puis après ça, en fait, la fille s'offre à nous. C'est une façon, effectivement, d'être redevable. Voilà. Bon, fort bien, moi, j'ai accepté tout de suite, hein. Et je ne suis même pas sûr qu'on puisse refuser. Je me souviens plus. Je sais plus. On n'a même pas calculé s'il y avait un choix ou pas. Oui, je crois qu'on a, en fait, tout le monde accepte directement. J'imagine bien la scène en mode ah bel étranger, tu m'as défendu, veux-tu? Oui. S'il y avait un choix, en tout cas, c'est qu'on n'a vraiment pas fait attention. On est allé tout de suite à ce qui nous intéressait. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'aventure? Par la suite, donc quelques jours s'écoulent. On finit par descendre du bateau, et commence à parcourir une route avec une caravane à travers des vallées. Et c'est là où on nous décrit en fait que Louardan est en train de préparer un plan d'attaque, en falsifiant sa condition, en jouant le malade, l'affaibli. Car bien évidemment, le but n'est pas de se faire vendre comme esclave, mais de s'échapper. Exact. Il ourdit sa stratégie, récupère ses forces tout en faisant toujours l'affaibli, de manière à ce que les gardes relâchent leur vigilance. Là, du point de vue stratégique, pour le terrain, le chemin devient de plus en plus étroit, et c'est là où on peut choisir d'activer le plan d'évasion de Louardan. Donc le fameux garde qui est nommé Bage, qui a voulu justement violer la fille, vient observer notre condition, et à ce moment-là, où Bage s'approche de nous, encore une fois, on peut lui en mettre plein la gueule, on peut faire en sorte que Louardan l'attrape par la gorge, et commence à se battre avec lui. Et une fois qu'on l'a défoncé, on peut s'enfuir. Alors bon, on parle de s'enfuir, mais moi je dirais plutôt que c'est une espèce de plan suicide de la dernière chance, parce que en guise de plan d'évasion, tout ce qu'on trouve à faire, c'est rouer Bage de coups rapidement, sauter dans le ravin en fait qui affleure de chemin en fait le chemin qu'emprunte la caravane serpente le long d'une falaise assez abrupte. Dont l'une des pentes descend en contrebas dans une petite vallée avec quelques marécages, un peu de verdure, mais du coup voilà, on saute Louardan saute dans la rivière et est surpris de ne pas voir les autres contrebandiers, marchands d'esclaves ne pas le poursuivre. Il se dit que c'est son jour de chance. Évidemment, quand on réfléchit 2 secondes, on se dit que si ils ne nous poursuivent pas, c'est que forcément ce qu'il y a en bas ne vaut pas la peine qu'on prenne le risque de descendre. Mais voilà, on est jeune, on est fougueux, on se rend pas toujours compte de ça, et on le découvre bien assez vite. Il y avait une raison pour laquelle les contrebandiers ne nous ont pas poursuivis. Et là, après, on rentre dans le 3e chapitre, le fugitif. C'est bien amené, hein. Tout à fait. Alors justement, on nous décrit Louardan qui marche à travers les marécages. Oui, tout à fait. Et là, si tu te souviens, voilà, le gros lézard. Et on trouve seulement un bâton pour se défendre. Franchement, je décide de m'enfuir, moi. Je vais pas me battre contre un énorme lézard avec un petit bâton. Ah là, franchement, je pensais que t'étais un peu plus téméraire que ça. Moi, par contre, je me suis enfui également. Mais moi, on sait que je ne suis pas téméraire. Bah là, on se retrouve justement à bord d'une rivière et on décide de se construire un radeau. Oui, exact. Mais tu sais que j'ai quand même essayé de l'affronter à un moment, le lézard. Ah oui, et alors ça donnait quoi? Bah en fait, je me suis rendu compte que c'était un lézard magique qui te fait aller au paragraphe 286 et le paragraphe 286 te dit d'aller au paragraphe 13. Non. Ok. Non, on peut le vaincre. C'est juste que en fait, c'est un, comment dirais-je, c'est un lézard télépathe.
il te fait croire qu'il est énorme alors qu'en fait c'est un tout petit truc ridicule. Ah. Mais il a encore d'autres pouvoirs qui font que bon, il lui reste quand même très très difficile à battre. Mhm. Mais pour ce qu'on en retire, je crois qu'on gagne une espèce de grosse pierre précieuse en le battant, mais c'était quand même très 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 intéressant. difficile. Et je pense que j'aurais dû m'enfuir en fait. Non, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Sympa dans l'aventure. Bah écoute, pendant ce temps-là, toi t'es en train de te battre contre un mini lézard. La honte. Je me suis construit un radeau et j'ai commencé à voyager le long du fleuve. C'est assez sympa parce qu'on nous décrit donc Louardan qui s'endort et qui se réveille en plein milieu de la nuit et qui se retrouve au milieu du lac et qu'il approche une énorme forteresse. Et abandonné. Louardan découvre, une fois qu'il approche la côte, il décide donc de contourner la forteresse et d'essayer de trouver une entrée. Et comme je disais plus tôt, c'est là où on a cette fameuse illustration, assez prenante je trouve, pour ce moment où Louardan vient de se réveiller au milieu d'un lac. Tu vois, il y a ce côté un peu magique, un peu rêveur. Alors, et c'est là, Jerry, quand on approche la forteresse, on découvre, en la contournant, une épée cachée dans les herbes. Et pas n'importe quelle épée, parce que déjà, pour commencer, cette épée nous parle avec sa propre voix. Et justement, elle nous dit qu'elle s'appelle Doombringer. Et quelles sont les caractéristiques de Doombringer, Xav? Alors justement, elle nous dit qu'elle sera seulement à nous si on accepte sa condition. Alors c'est une condition de jeu en fait assez intéressante, qui se mêle bien au scénario, qui est en fait qu'à chaque coup porté, elle absorbe de la vie. Effectivement, elle absorbe de la vie et la vie de son adversaire. D'ailleurs, il faut le préciser, elle absorbe la vie de l'adversaire de Louardan, mais en échange, elle en puise un petit peu sur la force vitale de Louardan également. Donc tant que l'on arrive à toucher son adversaire, c'est tout bénef. Mais par contre, si on a le malheur de louper son coup, on se retrouve dans un résultat négatif. Voilà, l'épée a besoin de sang et donc elle absorbera la vie de Louardan au lieu de celle de son ennemi comme elle n'a pas réussi à le toucher. C'est ça. Notons également que d'un point de vue narratif, Doombringer devient un de nos compagnons les plus inséparables. Bah, en fait, on rentre un petit peu dans l'histoire des épées maléfiques, hein, comme on peut lire dans pas mal de romans heroic fantasy, même dans des jeux vidéo maintenant. Hein. Depuis un moment même. Hein. Je veux dire, pour prendre des exemples, on a Elric de Mélimborné, avec la saga des épées. Hein. Mm-hmm. On peut parler aussi, je pense aux jeux vidéo très classiques, l'univers de World of Warcraft. On a le chevalier Arthas. Arthas. Bah moi, ça date depuis Warcraft 3 et l'épée s'appelait Frostmourne. Et voilà, et quand on pense à Elric de Mélimborné, les deux épées sont Stormbringer, Jerry et sa jumelle Mournblade. Et donc aussi dans l'univers de la bande dessinée, avec la saga des Chroniques de la Lune Noire, on retrouve l'un des compagnons du personnage principal, Whismerhill, donc un de ses compagnons qui s'appelle Piloufas, qui a aussi deux épées magiques, Néfer et Béfer. Et pour revenir à notre aventure, notons également que cette épée maléfique, qui nous vient liée à notre héros par ce pacte magique, est considérée comme un démon en forme d'épée. Et en plus, c'est justement en acceptant sa condition qu'on se retrouve téléporté au 4e chapitre. Et ce 4e chapitre, justement, c'est le prisonnier. Louardan se retrouve téléporté dans une sorte de prison. Alors on se dit, c'est sûr et certain que c'est à cause de l'épée maléfique. On pense que c'est un piège, mais on comprend bien en fait qu'on est téléporté à l'intérieur de la forteresse. Et c'est là, Jerry, où on voit ces 3 leviers sur le mur. Je déteste ces séquences avec des leviers. Ah bah en fait, il faut trouver une combinaison, il faut avoir quelques échecs pour comprendre justement quel est le code des leviers. Mm-hmm. Par contre, ce qui est intéressant, c'est si on tire un certain levier, il y a une trappe secrète qui s'ouvre au-dessus de nous. Je sais pas si tu l'as eu celle-ci. Ah non, je l'ai pas eu. Ok. Je suis tout oui. Ah, c'est sympa en fait. Donc il y a un sort de secret dans cette énigme. Alors si on grimpe, on trouve un passage secret caché à l'intérieur de cette trappe qui s'ouvre donc, et on se retrouve dans une salle sombre en fait face à son doppelganger. Non. Ouais, voilà. Donc j'ai réussi à gagner le combat. Ça te donne donc un point de skill. Les points de skill, comme on avait dit un peu plus tôt, c'est les XP dans ce jeu, qui améliorent nos compétences. Voilà, donc Jerry, en fait, je continue à tester les leviers. Je trouve une autre combinaison, et c'est là où il y a une trappe qui apparaît devant moi. Je tombe directement dedans, mais ma chance m'aide d'une mauvaise chute. Et c'est là où je me trouve dans une trappe, en fait, où il y a un squelette qui est empalé sur des pics. Ah.
Charmant. Alors voilà, j'ai pu éviter de justesse tout cela. Par contre, ce qui est assez intéressant, j'ai trouvé un parchemin avec un code qui se retrouve à être un sort de code qui ressemble beaucoup à celle de la salle où il y a des leviers. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est un peu plus tôt, il y a ces 3 leviers, il y a un énorme code écrit sur le mur. Oui, exact. Ça y est, tu fais écho chez moi. Et donc, le parchemin te permet de résoudre l'énigme. C'est ça. Alors franchement, par expérience pour les livres dont vous êtes le héros, je crois que c'est l'énigme peut-être la plus amusante la première fois qu'on la fasse. Quelques années plus tard, quand on refait le livre et on a complètement oublié comment ça se passe, ça devient vraiment un test d'endurance. Pour moi, c'était vraiment pénible de la refaire. L'énigme, c'est un peu les codes, c'est un code de chiffres, hein. En fait, on a une enveloppe qui nous décrit certaines lettres qui égalent certaines d'autres lettres, en fait. Donc, on comprend qu'en regardant ce code sur le mur que ce symbole-là égale cette lettre. Donc, pénible, je veux dire que c'est assez endurant, quoi. C'est juste, il faut réécrire tout ce qu'on voit dans le livre, il faut mieux le faire sur papier. Et ça paraît assez simple hein, quand on l'explique, mais le problème c'est que les symboles sur ce mur sont assez spécifiques, donc il faut pas se gourer. Alors moi je conseille vivement de photocopier la page du livre pour faire la traduction directement dessus. Ou si cela vous dérange pas, vous pouvez écrire directement dans le livre. Mais c'est vrai que c'est moi qui essaie de collectionner les livres, j'essaie pas d'écrire dedans et donc là voilà, c'est de recopier tout ce message. Bien sûr, c'est un très grand paragraphe, hein, ça peut pas être un ou deux ou 3 mots. Voilà, c'était un peu pénible. Je sais pas comment tu l'as vécu toi ça cette épreuve, Jerry. Pareil que toi en fait, c'était vraiment extrêmement peut-être pas rébarbatif, mais fallait s'accrocher. Ouais, disons que je comprends en fait, si on est plongé dans l'univers, l'ambiance, c'est ce que j'ai eu la première fois que j'ai eu cette expérience de loup ardent, je veux dire, ah c'est cool, ok, d'accord, il faut que je déchiffre, il y a vraiment ce côté de surprise. Mais une fois qu'on sait en fait que ça nous explique le code, tu vois, c'est merde, ouais. Il faut que je me retrouve, je me souviens plus ce que c'est, je sais plus ce que j'ai fait du papier moi. Enfin bref, voilà, mais ça reste quand même une idée assez sympa. C'est assez cool quand même cette histoire de code déchiffré sur le mur. Et donc voilà, une fois qu'on arrive à trouver la combinaison, on décrit le code, on applique la combinaison et on trouve donc un accès qui nous permet donc de continuer à nous promener dans la forteresse. Et c'est là où on arrive donc au 5e chapitre qui est le maître de la vallée. Alors Jerry, assez sympa, ouais. C'est un chapitre vraiment plein de révélations. Bah en fait ouais, c'est un peu le chapitre expositoire à l'aventure. Tu nous fais l'honneur de nous expliquer un peu quelle est l'histoire et le destin de Loup Ardent, Jerry ? Eh bien, il se trouve que Loup Ardent, comme on le sait, est donc un barbare des plaines, mais il a été recueilli. C'est ce qu'on apprend au tout début de l'aventure. Il a été recueilli par une des tribus, élevé comme un des leurs, mais il n'est pas l'un des leurs. Justement, ce passage dans la forteresse, après ces pièges, va nous apprendre quelle est sa véritable origine, c'est-à-dire, plus exactement, qu'il est le fils. Et donc, on apprend que Loup Ardent est le dernier descendant d'une lignée du royaume du Kandor, et il est le fils du seigneur des lieux, Xandine du Kandor, lui-même en fait aux prises avec une autre lignée régnante du Kandor, qui sont les Arcanes. Les Arcanes et les Xandines se livrent donc une guerre que je qualifierais de fratricide, parce qu'ils font partie de la même maison. Du coup, de simples barbares, Loup Ardent se retrouve propulsé à la fois représentant d'une lignée noble, car son père, qui vient de découvrir et qui est lui-même du coup en fait le seigneur de la vallée, est en train de mourir, et donc il va bientôt hériter du titre de seigneur Xandine. Et il se trouve également dépositaire du pouvoir de la magie, de la sorcellerie plus exactement, bien qu'il soit extrêmement réfractaire à cette idée. Alors ouais, c'est assez sympa quand on découvre justement le maître de la veille qui nous explique en fait qu'il est notre père. Tout à fait. Donc voilà, on découvre un peu quelle est l'histoire de notre origine et que attend notre père pour notre destin. Des petits détails, c'est vrai qu'une fois qu'on arrive dans ce 5e chapitre, les maîtres de la vallée, Jerry, on n'arrive pas directement en face de notre père, on a une rencontre très charmante. Avant ça, justement, il y a Doombringer qui nous propose de faire un deuxième pacte. Enfin, c'est pas un pacte plutôt, mais pourquoi pas, une petite aide. C'est, vu qu'on arrive dans une salle complètement sombre, on n'y voit que dalle, il nous propose justement en échange de 3 points de vie, qu'elle pourra nous éclairer dans l'obscurité. En émanant une sorte d'orbe, voilà, une aura brillante autour d'elle. J'ai accepté ça tout de suite. Je me suis dit, je vois rien, je viens de faire une salle avec pas mal de pièges, ça pourrait m'aider. Effectivement, ce serait difficile, ce serait dommage de refuser, mais
On notera quand même le caractère facétieux de notre compagnon. Hein. Exactement. Bah écoute, moi je peux le faire, mais si tu veux, tu me donnes un petit peu de vie, 50-50. Voilà. Bah moi, ça m'a permis justement d'illuminer et j'ai pu regarder un peu le sol. Et il y avait pas mal de trous. Voilà, donc ça a pu m'aider. Après, je me retrouve face à une panthère gorille. Alors voilà, encore des créatures assez étranges de cet univers. Hein. J'ai réussi à l'intimider avec mon charme. Et elle retourne se poser dans une salle principale où justement Louardan aperçoit d'autres créatures de la même race. Le flip quoi. Donc je me tire, j'aboutis dans un escalier et en plus là qui par mécanisme et magie se met à se transformer. Et c'est là où on se retrouve encore assommé ou endormi, on se réveille en fait dans une chambre. À poil. À poil, c'est ça, où il y a des fruits sur une commode. Oui. Voilà, et bien sûr, un peu flippant, je bouffe pas les fruits tout de suite, hein, on s'est dit bon, il y a des traquenards un peu partout. Là, une magnifique femme vient nous réveiller, et c'est là où Doombringer nous prévient justement que les prunes sont empoisonnées. Tu vois, comme quoi j'ai bien fait de pas les manger, hein. Enfin, ça se trouve, je sais pas si elles étaient vraiment, hein, après, faut voir si l'épée nous ment ou pas. Mais bon, la femme, en fait, s'offre à nous, mais là, vu que les prunes sont empoisonnées, je refuse les avances de la dame. Et c'est là où nous emmène dans la salle du trône du maître Zandine. Zandine, c'est ça. Et qui nous raconte, comme tu nous as expliqué, l'histoire de la horde des démons avec la maison à Cannes. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire. Alors, Jerry, on apprend aussi quelque chose d'assez intéressant sur la déesse Célina. C'est une fameuse déesse, en fait, qui tient deux objets sacrés, qui est donc une lance et une orbe. Une orbe. Voilà. Et ça, bien sûr, ce sont deux objets qui croiseront notre chemin et qui nous appartiendront. Allez, c'est là justement où notre père nous envoie donc à l'aventure, mais avant cela, nous devons passer une dernière épreuve, qui sont les épreuves de la crypte. Et oui, parce que pour maîtriser la sorcellerie, vu qu'on n'a pas vraiment le temps de passer par tous les rites d'intronisation, de familiarisation, etc., il décide, ni une ni deux, de nous envoyer Manu Militari, enfin, sans nous forcer, mais presque, après tout le destin du monde est entre nos mains, dans une série d'épreuves qu'il a conçu à ce seul dessein, dans cette fameuse crypte, pour nous forcer la main, enfin nous forcer le pouvoir à travers nous, quoi. Faire de nous un sorcier en quelques minutes. Alors justement, dans cette crypte, le 6e chapitre, on se trouve face à 5 portes, et chaque porte, bien sûr, est une épreuve qui sera sur nos compétences. À chaque fois que l'on réussit, on gagne des points de pouvoir, et les points de pouvoir, voilà, nous servira à appliquer de la magie. C'est notre réserve de mana, entre guillemets. Exactement. Et c'est là où c'est intéressant, il suffit pas enfin dans le premier volume, on verra pour la suite, mais il suffit pas de boire des potions, des choses comme ça. La magie, ça reste vraiment du mana intérieur, spirituel. Donc c'est là où on se dit, ok, dès qu'on réussit une de ces 5 épreuves, on peut quitter la crypte et continuer l'aventure à l'extérieur, mais c'est là où on se pose la question, on se dit, est-ce que je devrais pas plutôt agrandir mon mana pool? Et oui, parce que les sortilèges que l'on peut invoquer consomment donc du mana, une quantité plus ou moins grande pour des effets plus ou moins intéressants et dévastateurs ou discrets. Par exemple, on peut se rendre invisible, on peut balancer des boules de feu, il y a même un sort de poisonné qui tue instantanément les ennemis. Voilà, tout un tas de choses qui peuvent être utiles, mais à noter que l'utilisation du pouvoir est quand même nuancée par le fait que Louardan n'aime pas du tout la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, il faut beaucoup de conditions réunies pour que l'on puisse utiliser ces fameux pouvoirs. Ne serait-ce que par le fait que le pouvoir se vide. Et pour le recharger, ça peut être compliqué. Ça peut être très lent ou compliqué. Et son aversion totale pour l'utilisation de la sorcellerie. Alors ce qui est intéressant aussi de l'utilisation de ces sortilèges, c'est le livre nous propose pas en fait quel sort vous voulez lancer par exemple dans sorcellerie. Là c'est plus qu'on est dans un combat, on a vraiment l'impression d'être dans un jeu de rôle Donjons et Dragons. On fait nous-mêmes tous nos préparatifs une fois qu'on arrive sur la page du combat. Donc on peut lancer tous ces sorts et puis après on lance nos dés pour faire soi-même le combat. Donc il y a ce côté un peu libératoire de faire quel sort l'on veut si on le veut pendant ce combat-là. Le livre ne dit pas qu'on n'a pas le droit ou quel sort voulez-vous lancer avant de vous appliquer à la tâche ou plutôt au combat. Tout à fait. Alors Jerry, ces 5 portes, commençons par la première porte qui est donc une épreuve de force. Alors la première porte nous emmène dans un couloir ou plutôt une pièce pas très très grande, dépourvue de meubles, de toute fioriture, de tout objet, à l'exception d'une unique pièce d'or qui est posée en son centre. Alors évidemment, Louardan
se précipite pour la saisir. Et là, comme c'est un piège, évidemment, le plafond s'effondre. Alors, on manque d'être écrasé, donc par pur réflexe, on se jette à terre. Et avec soulagement, on se rend compte que le plafond, la chute du plafond s'arrête à moins d'1 mètre au-dessus de nos têtes. Mais entre-temps, on s'aperçoit également que des barreaux de fer sont venus pour barrer en fait les issues. Et pour se sortir de cette nasse, il ne nous reste plus qu'à faire un jet de force pour pouvoir tordre les barreaux. Si on réussit, tant mieux, on peut s'en sortir. Et sinon, on revient évidemment vers le fameux chapitre 13. Donc vraiment l'épreuve de force toute simple. Voilà. Alors la deuxième porte, Jerry, c'est justement la chance. On arrive dans une salle où se trouve une table en pierre et au milieu se trouve un dé en cristal. Et c'est un dé à 6 faces et c'est là où on doit lancer le dé et voir ce qui nous arrive. Alors j'ai eu assez de chance puisque j'ai eu le numéro 6 qui est donc le passage, le passage s'ouvre et je peux sortir dans la salle en gagnant donc mes 20 points de pouvoir. Mais je pense que si j'aurais roulé un autre numéro, je sais pas ce qui serait passé, mais je pense que même si j'aurais roulé un 1, connaissant les jeux de rôle, ça s'appelle un critique. Et oui, un échec critique. Je pense que je serais mort tout de suite, immédiatement. Exactement. Je pense qu'il t'aurait même pas fait passer par la case 13, il t'aurait tout de suite renvoyé au début du livre. Boum, voilà, tout de suite, c'est bon, on cherche pas. Alors la troisième porte gérée qui est une épreuve de rapidité. Je sais pas si t'as pu la faire celle-ci. Oh, je me suis non, pas celle-ci, j'ai fait une autre porte. Ah bah là écoute, je vais évoquer un jeu vidéo, on en a déjà parlé plusieurs fois hein, mais c'est Dark Souls. Il fait penser donc à la forteresse de Sen. On arrive devant en fait une petite passerelle qu'on doit traverser et c'est là donc où en système de pendule se trouvent 2 grosses lames qui donc passent de gauche à droite. Ah oui, exact, ça y est, je m'en souviens. Voilà, donc il faut passer à travers et il faut juste faire un test de rapidité pour voir si on arrive à franchir ou si on se fait trancher en deux ou si on tombe dans le vide. Normal. La 5e porte, Jerry, alors celle-ci, elle était assez sympa. Enfin non, je me trompe, elle est pas vraiment sympa, elle est casse-couille parce que c'est... aussi, ouais. Le test, c'est le test de d'intelligence, c'est faire un exercice mathématique pour savoir quelle est la sortie. Alors c'est machin racine carrée de machin chouette, il faut taper 31 fois avec son pied droit et puis faire ceci cela et puis on arrive à la sortie. Là, vous dansez 3 fois sur vous-même sur une cloche-pied, alors je t'admets enrobé dans du jambon. Ouais, bref, la porte casse-couille quoi. Je t'admets qu'écoute, moi mon premier run, j'ai pas fait toutes les portes. J'en ai fait que 3 et après je me suis barré parce que si je sais pas ce qui m'attend, j'ai pas envie de mourir. Donc j'ai pas eu le max de points, mais bon, 60 points c'est déjà pas mal. Et puis bon, je compte plus sur ma force brute en tant que barbare. Je l'ai joué vraiment à la Conan. Je dis bon, j'imagine que la magie ça me viendra en aide contre les Hellspawn, hein, les princes démons. Mais sinon ça ira. Mais bon, la 5e porte et la dernière porte, Jerry, voilà celle-ci qui est plutôt sympa. C'est un test de charme. D'accord. Est-ce que tu l'as fait celle-ci? Bah non, moi en fait j'ai fait 4 portes je crois. J'ai fait le test d'intelligence et ensuite j'ai trouvé ça casse-couille et je suis parti. En fait j'ai loupé le meilleur, c'est ce que tu es en train de me dire quoi. J'imagine Lou Ardent qui sort de la porte et qui est là, bon ça me casse les couilles, allez je me tire. Non mais attends, mais juste pour remettre les choses dans le contexte, on est en train de te dire qu'on va t'apprendre la magie, les arcanes, on te fait ramper, on te fait écraser, on te fait trancher. En quoi est-ce que ça t'apprend à manipuler l'énergie cosmique? Je ne sais pas. Donc, à un moment, je me dis, c'est bien, mais on laissera ça pour plus tard. En effet. Bon, après, juste pour être sur le point sérieux du scénario, c'est que, bon, tu te souviens comme moi, en fait, juste pour expliquer à nos auditeurs, c'est que une fois qu'on franchit les épreuves, dans la salle principale se trouve une orbe, une cristal qui reconnaît notre force et qui nous offre de la magie. Ce n'est pas tout simplement en traversant les portes que l'on obtient la magie. Ah bon? Alors la 5e porte, Jerry, voilà celle-ci que tu as ratée, qui est assez sympa. C'est un test donc de charme. Bon, on se retrouve dans une salle où avec un lit et là où nous attend une très belle femme. Et c'est là où on doit faire un test de charme. Si l'on rate, la femme se transforme en énorme veuve noire et nous bouffe. Charmant. Par contre, si l'on réussit, c'est assez intéressant. Mais quand on lit le paragraphe, Jerry, c'est noté en fait. Donc, si ce dernier est plus élevé, la femme couchée dans le lit séduira notre héros et lui fera cadeau d'une pièce d'or en remerciant de ses bons offices. Ah, tu te transformes donc en de
comment dire, loup ardent barbare, tu deviens ensuite loup ardent le sorcier, pour finir loup ardent gigolo. Loup ardent le gigolo. C'est bien. Ah oui, je regrette vraiment beaucoup de ne pas être passé par cette porte. Enfin voilà, et donc cela fait donc les 5 portes de la crypte. Et c'est là où on avance dans l'aventure et on passe donc au nouveau chapitre. On prend enfin l'air, on se trouve à l'extérieur de la forteresse. Une fois qu'on sort de la forteresse, et donc Jerry, là on se trouve dans le nouveau chapitre où enfin on respire l'air extérieur. Et oui, et les pas de loup ardent le conduisent à une auberge où, encore une fois, bon, c'est un petit pays peut-être, ou c'est juste le destin qui continue à nous jouer des tours. On se retrouve vite confronté à la caravane d'esclaves qui nous avait emprisonnés. Et c'est là où on peut foutre un boucan dans cette auberge et se venger. Ou se la jouer cool et magnanime et essayer de partir discrètement. Bah écoute, moi je t'ai dit que je la jouais à Conan le barbare, donc je sais que tu es donc parti discrètement. Alors Conan a une force de sagesse, enfin une force intérieure de sagesse très très forte, mais là ils ont essayé de me réduire en esclave. Donc après avoir vu 12 Years of Slave, je te mec là je voulais justement non merde c'est bon je vais me venger, je vais leur foutre une torgnole pas possible. Ce qui est horrible c'est que je crois qu'en fait, il y a avant tout cela en fait, on rencontre donc l'aubergiste et sa fille qui est très très mignonne. Voilà, et on est un peu charmé par elle et on voit que son père est assez méchant. Alors je me souviens plus, merde, mais je crois que c'est son oncle finalement, mais ce qui se passe c'est qu'il meurt dans le combat, il me semble, ou qui nous attaque. Oui, en fait. Voilà, son beau-père, donc c'est un peu Cosette quoi. Tu vois, on est un peu dans C'est un petit peu ça. Voilà, si Cosette était avait plus de 18 ans. Voilà. Et Tavernier en mode épée à deux mains et grosse hache. Voilà, donc on bute tout le monde, on tue son beau-père. Mais comme c'est son beau-père, c'est pas bien grave. Parce que justement, il l'a traité comme un esclave, une moins que rien. Et c'est là où Cosette nous remercie et comme quoi elle prend les rênes de l'auberge. Exactement. Donc tu vois, j'ai bien fait de foutre un boucan pas possible dans cette auberge. Non, mais de toute façon, Xavier, moi je pense que que tous les problèmes peuvent être réglés par l'usage adéquat de la violence. Donc, si ça ne résout pas ton problème, c'est que en fait tu n'as pas assez appliqué de violence. Alors Jerry, que nous apprend quelle est la morale de la horde des démons? Trancher dans le vif du sujet. Trancher dans le vif du sujet. Ça, c'est bien. Voilà. Ça. Alors, après cette auberge, que se passe-t-il, Jerry? Eh bien, après cette petite, on va dire, side quest... On peut interroger, oublie pas les réfugiés. On peut interroger les réfugiés, car effectivement, on se retrouve à nouveau sur la route. Et sur la route, on se rend compte que la horde des démons, qu'on devait finalement empêcher d'être libérée, est déjà à l'œuvre. Voilà, et a réduit en cendres la ville dans laquelle la fille de notre mentor était censée s'être réfugiée. Voilà, et qui nous conduit justement dans une ville où se trouve un monastère sacré. Et alors, donc voilà, ces vagues de réfugiés nous apprennent que oui, la horde est déjà là, a déjà été libérée et elle est en train de foutre le dawa, le feu, le son, le boxon, enfin bref. Et c'est là horde de démons, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on applique, Jerry? On applique donc la morale de la horde des démons qui est de... On tranche! Exactement, on tranche. Alors, là, c'est assez sympa. Ça fait vraiment Donjons et Dragons. J'ai l'impression d'avoir un maître du jeu en face de moi. On a une carte de la ville. Et pour que ça soit jouable, chaque lieu ou endroit à explorer est numéroté. Donc, on choisit quel lieu on veut visiter. Et bon là il faut vraiment de la chance, je pense que c'est assez important, mais le premier coup, faire le one shot c'est un peu difficile. Faut connaître un petit peu l'aventure ou juste être un peu plus malin. Mais il faut se diriger en premier dans la crypte qui se trouve derrière le monastère ou le temple. Oui d'accord, effectivement, c'est ce que j'ai fait aussi, mais vraiment petit bonheur la chance parce que autant les paragraphes sont indiqués sur le côté de la carte, autant ils ne disent pas vers quoi cela renvoie. On voit juste les bâtiments qui sont dessinés. Voilà, ça aurait été bien d'avoir un petit... ceci c'est le temple, ceci la place de la ville, ceci ce sont les ruines. Ah si, les ruines sont indiquées. Effectivement, c'est la seule chose. Et donc dans ces fameuses cryptes... Et justement, on descend dans la crypte et qu'est-ce que l'on trouve, Jerry? Alors déjà, en fait, le truc qui peut mettre la puce à l'oreille, c'est que Doombringer... Alors son nom français, Jerry, à Doombringer est... C'est l'exterminateur. Voilà. Bon.
Je préfère vraiment Doombringer que Moi aussi. Exterminator. Un petit charme, un petit peu, voilà, un peu plus. Alors Bah. qu'Exterminator, ça fait un peu bégon, tu sais, pchit, anti-cafard. Bref. C'est ça. L'exterminateur est seulement pour vous pour 12,99 €. Exactement. Et un peu de votre puissance vitale. Ben, ça, ce serait plutôt Doombringer. Est à vous pour seulement 50% de votre vie. Elle peut aussi faire lampe de Porsche. Bref. Oh bon Dieu. Pour 3 points de vie, ce qui serait réellement, quoi, quelques années? Oui, c'est peu fort donné quand même pour avoir une lampe de torche qui s'allume à volonté. Sinon, on peut passer à Carrefour vite fait, hein. Ouais, mais peut-être que les lampes de Carrefour. Bon, bref. Allez, on continue. Donc la le crypte. temple, Que se la trouve dans la crypte? Effectivement, le premier signe qui pourrait nous mettre le plus l'oreille, c'est que Doombringer ne veut pas descendre. Elle souffre apparemment une puissance sous terre l'empêche de descendre. Une Quand puissance on connaît la nature, sainte, voilà, c'est vraiment quelque chose quand on connaît la de nature divin. maléfique de Doombringer, on peut se dire qu'effectivement, ça peut être quelque chose de sympa. Magie divine. Une magie divine. Et en descendant après l'avoir laissé à l'entrée, on découvre un dessin, une fresque cachée. Le dessin nous révèle une petite pièce dérobée au fond de laquelle se trouve le sarcophage d'un roi défunt depuis très très longtemps, des temps immémoriaux, mais surtout qui a en sa possession une orbe visiblement magique qui irradie de puissance. Alors, il faut faire un petit test pour vérifier qu'on arrive à la saisir, sinon on meurt. Rendez-vous paragraphe 13. Mais si on arrive à remporter ce test, eh bien, on peut s'emparer d'une orbe qui, justement, réduit la puissance des démons, voire même avec laquelle on peut les tuer en un seul coup si jamais on leur balance à la figure. Voilà, elle a deux possibilités. Donc, c'est la fameuse orbe de Célina, de la déesse. Et là, c'est assez intéressant, comme tu disais, Jerry. Tu vois, on peut soit l'utiliser d'un coup pour détruire l'un des princes démoniaques, que l'on doit pourchasser et exterminer dans l'aventure de Loup Ardent. Mais en la lançant, on perd aussi l'objet sacré, le fameux talisman. C'est un one shot. C'est un one shot. C'est un peu dommage, parce que c'est un objet qui peut vraiment nous aider, mais voilà, tout dépend de quelles circonstances et situations on se trouve avec Loup Ardent. L'autre façon de l'utiliser, qui est assez sympa, c'est un objet secondaire. On la tient dans notre main gauche. Et à chaque fois que l'on tranche un démon, voilà, on double les dégâts. Exactement. Et ça, c'est très sympa. Ça me fait penser donc à l'épée de Summerland, des aventures de Loup solitaire. Loup solitaire, l'autre loup de la saga des livres dont vous êtes le héros. Les livres dont vous êtes le héros, c'est un loup. Ce sont des livres très animaliers avec beaucoup de totems. Donc il y a Loup Ardent, il y a Loup Solitaire, il y a Dragon d'Or aussi. En effet, on en viendra un peu plus tard en plus à Dragon d'Or. La saga du chasseur de trésors. Voilà, tout un bestiaire que l'on pourra incarner. Voilà. Alors en parlant des deux loups, j'y viens d'y penser, Jerry, mais un crossover entre Loup Ardent et Loup Solitaire. C'est Loup Ardent et Loup Solitaire qui rentrent dans un bar, dans une taverne. 2 points, ça va trancher. Ah, ça serait assez... Alors maintenant, ce serait drôle de voir qui, en fait, bon, ça c'est un peu geek. Avec la grande... avec la grande sagesse... Qui de Stormbringer et de l'épée de Summerland l'emporterait, quoi. Alors, voilà ce qui va se passer. C'est simple, Doombringer veut tuer Loup Solitaire à cause de sa force, absorber sa vitalité, surtout si l'on arrive au dernier volume. Mm-hmm. Donc on a un Loup Solitaire assez bien équipé, assez balèze, pas mal d'XP. Ah ben, Seigneur Kai. Ou un Seigneur Kai, exactement, avec son armure, sa cape, et puis là on a Loup Ardent avec son slip en peau de bête et son épée maléfique noire. Tranché, toi tu vas mourir. Enfin bref, allez, on sort de notre petit geekage pour finir l'aventure. Enfin, écoute, moi je trouve que ça... Juste pour finir, je sais, je geek un peu plus là-dessus, mais attends, ça serait super, parce que tu sais, il y a cette fameuse petite collection de livres dont vous êtes le héros, où on joue à 2 joueurs, où il y a un livre chacun. Oui, tout à fait. Et si on faisait le crossover là-dessus, un incarne Loup Ardent et l'autre Loup Solitaire. Oh mon dieu. Ah, ça sent comment on s'appelle ça, le fan fiction, là. Complètement. Allez, c'est bon, on retourne dans l'univers de Loup Ardent. Et voilà, une fois qu'on a l'orbe sacrée de Célina, on peut sortir de la crypte et donc se diriger vers le temple. Et c'est là, à l'intérieur du temple, où on rencontre le prince démon. Alors lui, c'est un balèze, comme son titre l'indique. Pas aussi résistant qu'on pourrait le croire, avec un titre pareil, mais quand même bien vicelard parce qu'il a la possibilité d'invoquer pas mal de sortilèges
de peste, des trucs comme ça, enfin des trucs pas très sympathiques. Mhm. Alors ouais, comme tu dis, voilà. Mais en plus, une fois qu'on a l'orbe magique, le combat est un peu plus facile aussi. Hein. Donc ça, c'est un avantage qu'on a. Alors moi, ce qui me faisait penser à quelque chose d'assez spécifique, une fois qu'on arrive dans cette salle, où il y a Lélina, donc la fameuse fille du l'ermite, qui est tenue à l'arrière, sur une table de sacrifice, enchaînée. Ça me fait penser... Alors je sais pas, est-ce que tu joues à pas mal de flippers, Jerry ? Non, pas trop. Je t'ai vu jouer à pas mal, mais... Ouais, moi je suis assez fan des flippers. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous connaissez, voilà, vous aimez beaucoup les flippers, vous avez un peu de connaissances, il y a donc une table assez sympa qui s'appelle Gorgar, où justement dans la table on incarne un barbare qui doit sauver une princesse qui est prête à être sacrifiée par un démon qui s'appelle Gorgar. Et l'illustration me fait beaucoup penser donc au tableau des scores de cette table de flipper. Dans mon délire, tu vois, de geek, à chaque fois que je joue à cette table, je pense justement à ce combat de loup ardent. Ça me fait vraiment penser à ça. Et assez sympa. Enfin voilà, ça me faisait vraiment penser, je me demande si c'était pas une source d'inspiration ou c'est juste, parcours de circonstances. C'est juste que la table de flipper, l'objectif du flipper ressemble beaucoup à donc la fameuse fin du premier volume de Loup Ardent. Ou peut-être que c'est une instance extrêmement classique dans l'Heroic Fantasy. Quand tu es un barbare, tu dois forcément libérer une nana enchaînée à une table. Ah oui, tout à fait, j'ai complètement oublié ça. Voilà, tu vois. En effet, c'est quelque chose d'assez classique. Hein. Voilà. Bah justement, on tue donc le prince démon. Jerry, est-ce que tu as sacrifié l'orbe de Célina ? Ah non, pas du tout. Un truc comme ça, je le garde. Exactement, de même. Je suis extrêmement pingre dans mes parties en général, donc. J'imagine toujours. Tout ce qui est consommable. Ouais. Je suis toujours à 2 doigts de mourir parce que je veux pas manger. Non. Imagine un peu la scène cinématographique. Loup Ardent, tu vas mourir. Je crois pas, non. Lancer de balle de baseball. Explosion du démon. Il libère la fille et il se barre. Comme un badass. Générique de fin. Générique de fin. Badass the movie. Avec Loup Ardent. Avec Loup Ardent. Bah voilà, en fait, c'est une fois qu'on détruit donc le prince démon avec bien sûr l'aide de l'orbe. Alors si on la trouve, hein, c'est un objet assez précieux. Voilà, on gagne seulement 1 point d'habilité. Voilà, un XP comme tous les ennemis, hein, c'est un XP, même si c'est un boss, un mini-boss, on s'en fout. C'est un XP. Ouais, ils ont pas encore inventé la gradation en fait de la récompense. C'est ça. Et là justement, on libère donc Yelena et on part justement à la suite de notre quête à anéantir les princes démoniaques. Alors Jerry, moi j'ai trouvé cette aventure vraiment vraiment amusante quoi. C'était vraiment chouette. Si je noterais ce bouquin sur un score de 5, je dirais que ça vaut le coup de trancher 4 fois sur 5. Ouais, je te trouve bien généreux. Bah en fait, alors moi je suis un petit peu plus partagé. Il y a des qualités qui sont assez uniques à ce livre, c'est-à-dire... quand on a parlé au début, quoi, la différence d'écriture. Voilà, c'est ça, qui en font vraiment une aventure tout à fait à part, mais du coup je la trouve également extrêmement linéaire parce que finalement l'aventure que j'ai vécue est quasiment très 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 similaire à la tienne quoi. Il y a beaucoup de passages obligés et assez peu de choix finalement dans ce qu'on peut faire. Il y a des choses qu'on peut faire qui ne seront pas en moins entre guillemets par rapport à ce qu'on doit faire. On n'est pas obligé de prendre toutes les portes pour augmenter son pouvoir à fond par exemple. On n'est pas obligé de visiter toute la ville également. Si on a de la chance, on peut tomber tout de suite sur les endroits où il faut aller. Mais à part ça, donc c'est des choses qu'on retire de l'aventure finalement. Le tracé de nos pas est extrêmement similaire, c'est extrêmement balisé. Contrairement aux autres aventures habituelles où là on peut il existe en général 3, 4 voire 5 chemins différents, complètement différents, avant de retrouver un tronc commun qui nous amène vers la fin. C'est le petit bémol que je donnerais quoi. Mais sinon ça tranche. Non, ça tranche. En effet. Non, tout à fait, c'est vrai. Hein. Moi, comme je disais un peu plus tôt là dans l'émission, moi c'est plus un côté psychologique en fait quand on joue l'aventure, la façon dont on joue le solitaire. Hein. Tu sais, comme le livre est axé beaucoup plus sur des décisions de morale. Attends, je t'arrête. Tu as dit loup solitaire. Oh merde, t'as vu ça? Alors bien sûr, je veux parler de Loup Ardent. Non, Loup Ardent. Okay. Alors ouais, c'est parce qu'on a déliré sur Loup solitaire plus tôt, donc voilà, j'accroche tout de suite.
Voilà, mais comme je disais plus tôt dans le podcast, je parlais donc de revivre l'aventure, de changer. C'est vrai que c'est très linéaire. On va toujours passer par les points clés, donc la crypte, la rencontre de notre père, la rencontre du vieillard au début, la taverne avec les esclavagistes. Hein. Bref, tout ça, on va le répéter, mais en fait, c'est plus des choix psychologiques ou des choix de décision morale qui changent. Contrairement, alors je dis pas en général, mais contrairement à d'autres livres, surtout les livres des défis fantastiques, où c'est plus, il y a des décisions morales. Hein, je dis pas non, hein, mais psychologiques et morales, mais il y a beaucoup plus de décisions en fait de cheminement ou d'énigmes. Tu vois, de comment franchir certains passages. Pendant que là, Loup Ardent, bon, il y a pas mal de combats, mais même dans les combats, tu vois, il y a toujours une façon d'éviter via ses pouvoirs. Donc, bon, il y a des choses qui se ressemblent dans les deux genres, mais je trouve que donc l'aventure de Loup Ardent se classe beaucoup plus sur l'évolution psychologique et un peu, tu vois, du personnage de Loup Ardent. Comment on évolue, quelles sont les décisions qu'on va prendre. Il y a ce côté un peu plus jeu de rôle si on joue avec un maître du jeu qui se concentre beaucoup plus sur notre caractère psychologique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est assez sympa, c'est une formule assez chouette. C'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est un changement et on a un peu plus l'effet en fait de lire une fiction, la fiction heroic fantasy quoi, presque un roman. Un peu moins qu'un livre-jeu. Et je trouve ça curieux, en fait, qu'il n'ait pas eu une adaptation de la Horde des démons juste en livre, sans livre-jeu. C'est vrai que ça s'y prêterait plutôt bien. En plus de ça, la narration est déjà posée. Moi, ça m'intéresserait de lire justement la version livre, voilà, de la Horde des démons, qui se concentre beaucoup plus sur le personnage de Loup Ardent. Mais voilà, c'est quand même un livre-jeu assez spécifique, assez différent des autres et plutôt chouette. Hein. Oui, complètement. Je veux dire, à part ce que j'en ai dit, c'est très très amusant d'être confronté au caractère de Doombringer, les choix qui nous sont proposés également. Bah voilà, bah écoute Jerry, je pense que dans un prochain numéro, on a pas mal d'autres livres à discuter, hein. On va retourner vers Steve Jackson et Ian Livingstone pour les prochains. Mais c'est sûr Jerry qu'on reviendra sur la suite des aventures de Loup Ardent, écrit par J.H. Brennan. Hein. Et le deuxième volume, assez intéressant car son titre est Les Cryptes de la Terreur. Ouh, alors avec une super illustration de pochette, hein. Mais voilà, ça sera pour un prochain numéro. Que va-t-il devenir de Loup Ardent? Quelle sera la suite de son destin? Peut-être qu'il croisera un autre aventurier. Oh tiens, tu t'appelles Lou, moi aussi. Lou, moi aussi. Wouhou. Oh mon dieu. Ok, je crois qu'il est temps de terminer ce podcast. Ouais, on va terminer ça très vite. Voilà. Bah écoutez, pour terminer, je vous propose une musique, encore une fois, inspirée un peu plus 7e art. Bah Jerry, je propose qu'on finisse sur un morceau de la bande originale de Heavy Metal. Parfait. Sur une composition de Elmer Bernstein qui s'appelle The Sword. Et ça tombe bien. Comme ça, on termine sur un morceau qui tranche. Encore une fois, tout à fait. Allez. Je te dis à très bientôt. À très bientôt également à tout le monde. Oui, chers auditeurs, à très bientôt. Passez une excellente semaine. Et puis au prochain numéro. Dont vous serez le héros. À bientôt les aventuriers.